à tous, bonjour à toutes. Merci à vous de vous être connectés pour ce webinaire donc, consacré à la valorisation et à la transmission d'entreprises. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment valoriser une entreprise IT, comment préparer une acquisition ou alors une transmission sans finalement perdre l'ADN de cette entreprise. Alors aujourd'hui, 2 juin, à l'occasion de ce Lunch and Learn, nous allons avoir l'occasion d'écouter Régine Pintio de chez Wallonie Entreprendre, conseillère en transmission, et Vincent Segard, CEO de l'entreprise SIP, située en région Wallonie-Picarde, à Tournai, pour être exact. Bonjour à vous deux et merci à vous de vous être mobilisés. Merci. Je voulais également remercier nos partenaires, nos membres, sans qui finalement tout ça ne pourrait pas être réalisé. Et sans plus tarder, on va écouter Régine qui va nous apporter des repères concrets pour mieux comprendre les étapes clés d'une transmission, les points de vigilance à anticiper, mais aussi des opportunités que peuvent représenter la reprise d'une autre entreprise dans une logique de développement. Je t'en prie, Régine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Infopole d'accueillir Wallonie Entreprendre pour parler aujourd'hui de la transmission d'entreprise. Je vous présenterai les outils de Wallonie Entreprendre relatifs à la transmission d'entreprise et les processus de cession d'acquisition. Et s'il y a des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Tout d'abord, peut-être cadrer qui est Wallonie Entreprendre pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. C'est l'outil économique et financier de la Wallonie au service des entreprises. C'est un outil généraliste qui tourne autour de 3 métiers complémentaires, l'information et la sensibilisation, l'accompagnement, le financement et la garantie. Et cela, elle le fait à chaque étape de la vie d'une entreprise. Donc, on passe de la création à la transmission en passant par la croissance, l'internationalisation, l'innovation et la transition énergétique et digitale. Alors, en ce qui concerne l'équipe transmission, notre objectif, il est de contribuer à la pérennité des entreprises wallonnes et à leur développement au travers des transferts de contrôle d'entreprises. Alors, nous avons 4 missions. Celle de sensibiliser aux enjeux de la cession et de la reprise, d'orienter les cédants et les repreneurs pour qu'ils soient accompagnés de la meilleure façon dans la réussite de leur projet, faciliter la mise en relation entre les cédants et les repreneurs potentiels et faciliter l'accès au financement des projets de reprise. Alors, nous intervenons aussi bien dans les transmissions familiales qu'à du personnel, à des repreneurs individuels, vis-à-vis d'acquéreurs stratégiques, l'actionnariat salarié, que ce soit des ventes d'actions ou de fonds de commerce, une branche d'activité pour les TPE et les PME. Alors, une petite présentation de notre équipe. Nous sommes 7. Nous essayons d'être le plus efficace possible avec cette équipe. Et nous avons aussi une équipe de conseillers locaux. C'est une équipe de proximité d'agents qui sont détachés des CCI et de l'UCM et qui vont en quelque sorte expliquer, essayer de toucher des entrepreneurs pour les préparer à la transmission d'entreprise, peut-être les éveiller à la question parce qu'ils n'y ont peut-être pas encore pensé, et s'ils y ont pensé, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans les points d'attention avant de réellement de se lancer dans la transmission. Un focus sur quelques-uns de nos outils. Tout d'abord, l'action phare, c'est la semaine de la transmission. Alors ici, on a le logo de l'année dernière, mais donc la semaine de la transmission aura lieu du 16 au 20 novembre cette année-ci. Et c'est une semaine complètement dédicacée à la transmission, donc soit cession-acquisition avec différentes thématiques, différentes régions. On essaye vraiment de toucher un maximum d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui seraient intéressés par la transmission d'entreprise. Je vous invite évidemment à vous y intéresser au moment où nous commencerons à parler programme, etc. Il y aura toujours bien un sujet qui pourra vous intéresser. Nous disposons aussi de tests en ligne. Je vais y venir un peu plus loin, plus en détail. Un test pour les cédants, un test pour les repreneurs. C'est très important, c'est de la sensibilisation, c'est vraiment préparer à la transmission d'entreprise. Les rendez-vous avec les conseillers, je viens de les citer. Alors, ça peut être les conseillers, oui, de l'équipe de cette personne dont je parlais tout à l'heure, ou les conseillers locaux. Nous organisons aussi des clubs repreneurs, donc destinés à de futurs repreneurs qui souhaitent se former, s'informer au sujet de la reprise d'entreprise au travers de différents sujets comme les aspects juridiques, la valorisation, les 100 jours et après, des séances de témoignages, le changement de vie. Enfin voilà, il y a 7 thématiques qui sont abordées.
Et c'est évidemment, ça permet de se familiariser au processus de reprise sans devenir un spécialiste de la question, mais au moins on se sent plus à l'aise dans le processus de reprise. Et nous organisons des clubs à Liège et à Wavre, et on en a fait un cette année-ci à Charleroi aussi. Alors, pardon, je vais un peu vite. Le réseau d'experts, je vais en parler un peu plus loin. Alors, chaque année, nous réalisons aussi un reporting de la transmission. Nous sommes sur le point de sortir le rapport relatif à 2025, aux transmissions de 2025. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours le rapport de 2024 qui est disponible. Et donc, c'est un état de la transmission essentiellement en Wallonie qui est rapporté dans cet ouvrage, on va dire. Et puis, nous favorisons évidemment la mise en réseau, le mentorat au travers avec différents partenaires comme le réseau Entreprendre, entre Chef PME, les MEC. Alors, le réseau d'experts, c'est important d'en parler maintenant parce que je vais le citer à plusieurs reprises par après. Notre réseau d'experts, il est composé de cabinets de cession-acquisition, ce qu'on appelle aussi des intermédiaires, d'avocats, de réviseurs, de comptables, experts comptables, de banquiers, de consultants. Nous en avons à peu près 150 qui sont répertoriés dans un catalogue, un annuaire qui est disponible sur notre site internet où on peut effectuer des filtres pour obtenir une liste un peu réduite, puisque 150 c'est pas mal. Mais c'est évidemment un outil très pratique pour pouvoir choisir des experts pour l'accompagnement qu'on va présenter comme assez utile par la suite. Alors, les experts, il faut savoir qu'ils sont préalablement reconnus par un comité éthique et de surveillance indépendant. Donc, ça, c'est important aussi. Bon, là, il y a une sélection dans les experts. Donc, ça donne quand même un certain gage de qualité pour nos utilisateurs. Et donc, l'annuaire est en ligne, bien évidemment. Alors, en plus de ça, l'avantage de ces experts, c'est toujours un regard extérieur sur l'opération. On le verra, permet de prendre une certaine distance et de garder les opérations les plus sereines possibles. C'est ça aussi l'objectif, mais on le recitera tout à l'heure. Alors, l'avantage aussi de ces experts agréés, c'est qu'une bonne partie d'entre eux donnent accès au chèque transmission, qui est une intervention dans les honoraires de ces experts, qui est une intervention qui est de 75% avec un maximum de 15 000 € hors TVA sur une période de 3 ans. Donc ça, c'est évidemment intéressant aussi de faciliter l'accès à des conseils d'experts. Il faut pour ça qu'ils soient labellisés chèque entreprise, mais c'est aussi référencé sur notre site. C'est un dispositif qui est ouvert aux entreprises, aux porteurs de projets, aux startups aussi. Alors, un petit focus sur le marché de la transmission. Je reviens à ce fameux reporting de la transmission en 2024. Donc, c'est un reporting qui a été établi sur base des opérations de transmission qui ont été réalisées par nos experts agréés. Donc, on leur demande une série d'informations au sujet des transmissions et on va les traiter dans ce reporting. Donc, j'en ai repris ici 4 qui sont assez représentatives, on va dire, mais il y a évidemment beaucoup d'autres informations dedans. Donc, on avait référencé 519 entreprises transmises en 2024. Alors, ça peut être des reprises ou des cessions. Un multiple moyen d'EBITDA de 5,7. Alors, c'est une notion qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais c'est une des méthodes de valorisation qui est utilisée en transmission d'entreprise. Et donc, évidemment, on l'a calculé aussi. On a constaté aussi que 46% des dossiers de transmission relevaient de transactions de moins d'1 million d'euros. Donc, on est vraiment dans des tailles d'entreprise assez, quand on parlait de PME, TPE. Et alors, les entreprises avaient des effectifs en moyenne de 12,8 ETP par entreprise, ce qui est déjà pas mal quand même. Alors, ce n'est pas exhaustif, évidemment, ces informations-là, puisque elles viennent uniquement de nos experts agréés. Il y a beaucoup de sessions, de transmissions qui se passent hors, dans d'autres qui n'ont pas forcément besoin de nous, qui ne passent pas par ou qui ne passent pas par nos experts. Il y a des transmissions familiales qui se font avec des experts qui sont déjà connus des décédants, des acquéreurs. Donc voilà, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la transmission, mais je pense que ça donne quand même une très très bonne image de la transmission en ligne. On le verra justement plus tard avec l'interview de Vincent. OK. Alors, le processus de cession d'entreprise, venons-y.
Alors un premier constat, c'est que la pension reste la principale raison de transmission des entreprises, avec 36% de transmissions qui sont faites pour cette raison-là. Bon, le deuxième, c'est autre. On ne sait pas, on n'en connaît pas le détail, donc on va dire que la deuxième, c'est la volonté de réaliser son patrimoine, et la troisième, l'opportunité suite à une offre de rachat. Et tout ça, ça nous amène toujours à expliquer qu'il faut que ça se prépare aussi. Quand on parle d'une opportunité suite à une offre d'achat, si on n'est pas préparé à accueillir cette offre d'achat, on va peut-être passer à côté d'une opportunité. Donc, d'où l'importance de préparer l'entreprise et l'entrepreneur à une transmission d'entreprise. Alors, nous avons l'habitude de présenter le processus de transmission avec une ligne du temps qui reprend 5 grandes étapes. Alors, vous constatez qu'on parle de 5 ans avant. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours cette durée-là qui est effective, mais c'est vrai que quand on parle d'aller trouver les entrepreneurs pour semer l'idée d'une éventuelle transmission, eh bien, on les retrouve parfois par après, quelques années après. Donc, il a fallu faire mûrir le projet de transmission. Et donc ça peut prendre effectivement du temps. Puis il y a parfois des choses à régler aussi, entre-temps, avant de passer réellement à la vente. Alors dans l'orientation, c'est la phase où on va se poser les questions sur, d'abord, est-ce que je suis prêt à transmettre mon entreprise? C'est pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est vendre son bébé, donc c'est pas facile. Il faut pouvoir, se détacher, il faut pouvoir imaginer sa vie après. C'est très important de se projeter et de savoir ce qu'on va en faire, parce que sinon le détachement sera encore plus difficile. Heu et 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 aussi de bien identifier les raisons pour lesquelles on veut transmettre. Parce que si on n'est pas très clair dans son esprit, ce sera plus difficile à expliquer aussi à un acquéreur. Et voilà, quand on sait qu'on veut prendre sa retraite, c'est clair, il y a une date en général, on visualise bien les choses. Ça peut être des raisons de santé, hein, qui poussent aussi à réfléchir à transmettre, ou bien une volonté de changement de vie, une opportunité, de faire autre chose. Et on a aussi quand même de plus en plus d'entrepreneurs qui après, qui ont commencé très jeunes et qui après un certain temps disent: «Je vais faire le tour, je vais faire autre chose, donc pourquoi pas?» Voilà. Mais bien identifier les raisons, c'est important aussi pour pouvoir l'expliquer aux acquéreurs. Alors, est-ce que mon entreprise est vendable? Évidemment, il faut se poser la question, parce que c'est pas parce elle permet de vivre, elle est rentable pour l'entrepreneur qui l'exploite, qu'elle le sera forcément pour quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être d'autres conditions. Je prends un exemple, un dirigeant d'entreprise qui est déjà pensionné et qui ne prend pas de salaire de rémunération sur son entreprise. La personne qui reprend, elle devra sans doute avoir une rémunération, et donc le compte d'exploitation ne sera pas le même. C'est un des exemples où le loyer du bâtiment qui appartient au propriétaire, qui appartient au dirigeant d'entreprise en privé, qui va être plus faible qu'un loyer de marché. Quand il va vendre son entreprise, ce sera peut-être il devra fixer peut-être un autre loyer qui aura des conséquences. Voilà, c'est le genre de choses qui peut se poser. Aussi se demander comment on va la vendre, hein. Est-ce qu'on va vendre le fonds de commerce ou les actions si on est en société? Si on est en personne physique, on n'a pas d'autre choix que vendre le fonds de commerce. Et puis commencer à penser à qui on va vendre. Le timing aussi, quelle perspective, à quel moment est-ce qu'on voudrait que ce soit fait? Parce que ça permet aussi parfois d'avancer, se fixer quelques dates, permet de se projeter aussi plus facilement et de faire avancer les choses, parce que sinon ça prend beaucoup de temps aussi. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour transmettre mon entreprise? C'est évidemment important, parce que très souvent, nous avons des contacts avec des entrepreneurs qui disent: Voilà, je voudrais transmettre mon entreprise, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas ce que ça vaut». Et donc, voilà, il faut effectivement à ce moment-là commencer à réfléchir à comment je vais m'entourer. Est-ce que je vais faire appel à un expert? Évidemment, on conseille, hein. Et dans quel timing, comment je vais communiquer aussi tout au cours du processus, est-ce que je vais communiquer? Il y a évidemment beaucoup de discrétion,
de confidentialité autour de la transmission d'entreprise. Donc, c'est un sujet important et donc ça vaut la peine de réfléchir aussi à ça. Alors, quand on prend sa pension, ben, ça peut paraître assez évident pour un acquéreur enfin, ou pour même le personnel de l'entreprise de dire ben, je réfléchis à ma transmission. C'est parfois même un message positif en disant ben, je fais ce qu'il faut pour la continuité, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mais voilà, c'est pas toujours, c'est toujours un sentiment un peu partagé parce qu'on ne veut pas faire fuir la clientèle ou faire risquer de perdre des membres du personnel. Donc, c'est assez partagé, mais donc il faut vraiment y réfléchir. Oh ben, voilà, je suis allée un peu trop vite. Je voulais parler donc du TransmiScore, donc le test qu'on a mis en ligne pour les vendeurs. Donc, c'est un test de 36 questions, 5 thématiques, qui va permettre de répondre justement à pas mal de ces questions de préparation, d'orientation, et on va aborder les sujets de l'état d'esprit. Donc là, c'est plutôt l'entrepreneur. Est-ce qu'il est prêt ou pas à vendre son entreprise ou à transmettre son entreprise? On n'est pas obligé de vendre aussi, on peut la transmettre dans la famille. Il y a la question de la dépendance à l'entrepreneur, à des fournisseurs, à des clients, etc. La gestion de l'entreprise, l'avenir et des points d'attention. Donc, à partir de ces 36 questions, on essaye de donner une idée du degré de préparation de l'entrepreneur et de l'entreprise à la transmission. Alors, on ne va pas dire, allez-y, vendez, vous allez trouver un acquéreur. Ce n'est pas le but, c'est vraiment plutôt d'éveiller aux points d'attention qui pourraient peut-être freiner la transmission ou qui pourraient en tout cas amener des questions de la part d'acquéreurs, etc. Alors, je ne sais pas si… Oui, on peut, normalement, on peut poser la question. Ouais. Voilà, dans un petit sondage, hein, d'une manière générale, est-ce que vous vous sentez prêt à transmettre votre entreprise? Apparemment, non. 2 personnes ont répondu non. Ah ben voilà, au moins, ça sera utile d'assister à cette présentation. La deuxième question, d'une manière générale, pensez-vous que votre entreprise est prête à être transmise? Non plus. Ah ben voilà. Là, par contre, une personne dit quand même qu'elle est prête à transmettre son entreprise. Ah ben voilà. Donc, c'est très bien, mais il y aura pour tout le monde. ah ben voilà. Alors, on va passer à la phase de préparation de l'entreprise, où là, on va se poser la question de que vaut l'entreprise? Alors évidemment, c'est une question compliquée parce qu'il y a souvent une valeur émotionnelle aussi de l'entreprise pour l'entrepreneur qui a mis ses tripes, qui a mis parfois sa vie familiale de côté, sa vie sociale de côté pour développer son entreprise. C'est son bébé, donc il y a généralement en tout cas une valeur plus sentimentale, plus émotionnelle qui n'est pas toujours, qui ne va pas se retrouver forcément dans le prix au moment de la cession, évidemment. Donc, il faut avoir conscience de ça quand on valorise une entreprise. Alors, il y a différentes méthodes de valorisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique, mais voilà, il y en a quand même quelques-unes. Et donc, généralement, on utilise plusieurs méthodes de valorisation pour arriver à déterminer ce que vaut l'entreprise. Et c'est une valeur de départ pour les négociations par après avec des acquéreurs, évidemment. Alors, le business model influence aussi évidemment la valeur de l'entreprise parce que si le business model est un peu dépassé, ben, l'entreprise ne sera peut-être pas adaptée au futur et donc l'acquéreur n'aura pas forcément le même rendement ou un rendement moins important que le vendeur. Est-ce que la politique d'investissement a suivi l'évolution de l'entreprise ou pas? Est-ce qu'il y a pas mal d'investissements à faire? Moi, souvent, quand l'entrepreneur arrive à l'âge de la pension, il n'a plus forcément envie de commencer à rénover, hein, à investir vraiment en profondeur en se disant ben, je le laisserai faire quelqu'un d'autre. Mais voilà, parfois c'est apprécié, parfois ça ne l'est pas. Donc ça peut avoir évidemment des effets sur la valeur de l'entreprise. Et toujours bien retenir que la valeur, ce n'est pas le prix. Ça, c'est important. On peut dire par exemple que la valeur, c'est une expertise dans une vente aux enchères, mais le prix, ce sera le résultat de la vente aux enchères. C'est un peu une comparaison similaire. Alors, est-ce que l'entreprise est transmissible en l'état?
c'est aussi une question à se poser. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une réorganisation avant de commencer à vendre? Par exemple, s'il y a une équipe en place, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques petites réorganisations à faire? Ou alors, plus, en ce qui concerne si l'immobilier dans la société, si c'est une société, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse dedans? Est-ce qu'on le sort? Ça peut il y a des règles en la matière, donc on ne peut pas faire tout comme on veut, quand on veut. Penser peut-être à déléguer des compétences ou éventuellement à engager quelqu'un si on a un dirigeant, qui est un peu au four et au moulin, comme dans beaucoup d'entreprises, heu, mais il faut qu'il puisse in se rendre dispensable, que la dépendance aux dirigeants, se réduise le plus possible de façon à rendre l'entreprise plus facilement transmissible. Donc ça, c'est important d'y réfléchir. Pas toujours possible de le faire, mais au moins de voir quelles sont les pistes pour y arriver éventuellement. Et puis, bah, il faut un peu vérifier tous ces contrats. Est-ce qu'il n'y a pas des contrats trop intuitu personés aussi liés à la personne, hein? On a des conditions avec un fournisseur parce que c'est monsieur X qui est le dirigeant d'entreprise, mais si quelqu'un reprend, est-ce qu'il aura les mêmes conditions, par exemple? Donc, ça vaut la peine aussi d'un peu revoir tout ça pour se préparer aussi. Oui, donc ça, c'est vraiment, bah, prendre son téléphone aussi et commencer à en parler autour de soi ou Beh, pas forcément, mais c'est déjà commencer à préparer, son dossier aussi, rassembler les mmh, documents dont on dispose, mmh, vérifier qu'on ait des contrats aussi, hein, par exemple, tout simplement, hein, on pense qu'on a une relation avec un fournisseur mais on n'a pas forcément toujours un contrat. Oui, ça se peut évidemment, hein, mais si on a quelques gros fournisseurs et que pour l'un d'entre eux, on n'a pas de contrat, beh, c'est une situation un peu délicate, quoi, évidemment. Mais oui, c'est aussi préparer, la partie administrative, les assurances, vérifier qu'on a bien toutes les polices d'assurance et cetera. Enfin, vraiment de se préparer déjà aussi à ce niveau-là, c'est important. mmh Alors ça peut se faire avec, aussi en collaboration avec le comptable, l'expert ouais. comptable, ça c'est toujours bien d'en parler aussi pour, heu, d'abord parce qu'il sera partie prenante quelque part Mmh dans l'opération, mais voilà, ça peut dire mais c'est vraiment se dire: «Moi, est-ce que mon entreprise, a besoin d'être, préparée dans d'autres aspects qu'uniquement, me dire: «Oui, je Je veux». vends et Voilà, ouais, OK. ouais. Alors, il y a la préparation de l'entourage aussi qui est importante. Donc l'entourage, bah, si on a une équipe en place, il faut réfléchir quand même à l'organigramme de l'entreprise aussi, alors pas forcément communiquer en interne, hein, puisqu'on il y a toujours cette discrétion, qu'on souhaite garder, mais de réfléchir, généralement un acquéreur va vouloir aussi, pouvoir consulter un organigramme, savoir qui fait quoi dans l'entreprise, ça c'est important aussi. C'est pas toujours mis en place, quand on est entrepreneur. Et puis il y a la famille aussi, hein, la famille, l'entourage privé qui doit se préparer, Mmh à un changement de vie aussi, retrouver, aussi enfin, tous les entrepreneurs ne sont pas, forcément tout le temps dans leur entreprise, mais malgré tout, c'est quand même un changement aussi auquel il faut s'adapter, d'autres occupations et cetera et donc c'est bien que tout le monde soit, hem qu'il y ait une certaine cohésion autour du projet ouais. et oui, ça aussi, hein, d'avoir la cohésion de la famille, enfin de l'entourage autour du projet de Mmh cession, quoi, lui-même. Tout à fait. Alors, peut-être, un petit focus, IT, enfin, ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas en dire trop, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des éléments pour la valeur d'entreprise qui sont en fait reconnaissable ailleurs aussi, hein. On peut avoir pas mal de recherche et développement sans avoir déjà de chiffre d'affaires ou peu de Mmh chiffre mh. d'affaires au début. C'est parfois assez intangible aussi, donc ce sont des éléments qui peuvent avoir une certaine influence aussi sur la valeur de l'entreprise, le degré de maturité de l'entreprise. Mais c'est vrai que ça peut se retrouver un peu dans toutes les Mmh. entreprises aussi, hein, ce genre de considération. Hem, voilà, donc c'est Mmh alors, on en vient à l'étape de la recherche de repreneurs. Alors, il n'y a pas forcément de recherche, on peut déjà les avoir trouvés. On peut avoir quelqu'un dans la famille, qui se dit, prêt à reprendre l'entreprise. Alors, on voit différentes choses aussi,
différentes situations dans la transmission d'entreprise familiale. Alors, on a des entrepreneurs qui disent: «Surtout pas mes enfants, je vais pas, pas toujours, pas parfois parce qu'ils veulent, ils estiment que ça a été compliqué, ça peut être ça la raison, mais aussi parce que, parfois c'est simplement, si ce sont mes enfants qui reprennent, je vais encore avoir un pied dedans, quoi. Mmh. Donc parfois, heureusement, il y a quand même beaucoup de transmission familiale, et ça c'est aussi à préparer, à cadrer, il faut aussi, Oui, parfois, c'est aussi les enfants finalement qui ne veulent pas parce qu'ils se disent que on veut pas la vie de voilà. on veut pas la vie des parents, oui, oui, exactement. Et parfois, au moment où on leur pose la question, ils n'en veulent pas, et puis ils reviennent parfois quelques années après, ils ont fait autre chose, ils ont vécu autre chose, et là ils se disent: «Bah, tout compte fait, pourquoi pas, quoi?» Oui, Donc je pense qu'il y a vraiment tous les cas de figure qui se présentent, mais en tout cas, ne pas poser la question dans sa famille, heu, pour voir s'il y a de l'intérêt ou pas de la part, d'un membre de la famille, c'est une erreur à mon sens, parce que, moi j'avais entendu une fois un exemple, de ce type-là, un monsieur qui avait un fils, assez jeune, hein, il avait, 14-15 ans je pense, mais le papa n'a pas du tout parlé du projet de transmission de son entreprise, et quand le fils a su que son papa avait vendu l'entreprise, il a dit: «Ah mais c'est dommage, moi ça m'intéressait, quoi». Alors c'était pas immédiat évidemment, il était jeune, mais enfin bon, encore quelques années, ça passe vite, hein. oui. Et par après, le papa a repris une autre entreprise, et finalement son fils a fini par travailler avec lui, donc ça s'est bien arrangé. Mais il a dit: «J'ai commis une erreur, j'aurais dû en parler», même si ça n'avait pas beaucoup de sens à mes yeux, ça en avait Oui. ça pouvait en avoir, quoi, pour la Mmh. suite. Donc Oui. voilà, ne pas ne pas poser la question, c'est peut-être risquer certaines frustrations, passer à côté d'une opportunité, peut-être pas immédiate, Oui, mais d'une belle histoire, voilà, une belle histoire, oui. familiale, Voilà, professionnelle, tout comme, à fait. on en connaît aussi en Ouais, Belgique, hein, voilà. enfin, je pense à la maison la biscuiterie, la Maison d'Andois. Ouais, ouais. J'avais, entendu, monsieur Elson, justement parler à ce propos, où il disait, que justement chez eux, c'est dès le départ, dès la naissance, finalement, on les met un petit peu Ouais. dans le bain, on leur donne envie Mmh. de ça, et je pense qu'ils l'ont pas non plus repris tout de suite. Ils l'ont aussi Voilà. repris par la suite, et aujourd'hui, c'est les 2 frères, et ça se passe super bien. Voilà. Mais c'est pas immédiat, mais Non, pas voilà. toujours, effectivement, ouais. Après, c'est aussi le fait peut-être de séparer vie professionnelle, vie privée. Oui, C'était un petit peu comme ça qu'on fonctionnait avant. ouais, Peut-être qu'aujourd'hui, ça change un peu plus. ouais, Voilà, on verra. ouais. En tout cas, tout est possible. Ça peut être une transmission à un membre de l'équipe ou à une équipe complète, Mmh. éventuellement, à des partenaires, des associés, des actionnaires qui voudraient, reprendre le reste des parts. Des concurrents aussi, hein, des repreneurs individuels également, donc il y a pas mal de possibilités, mais c'est bien aussi à ce moment-là, quand on est entrepreneur et qu'on veut transmettre son entreprise, de savoir à qui on voudrait de préférence, transmettre. Parce que ça permet d'une part, de mieux cibler, la recherche de repreneurs, et puis, c'est pas forcément la même chose de vendre à un repreneur individuel que de vendre à un concurrent. Et par exemple, vous, chez Wallonie Entreprendre, enfin, peut-être que Régine, Mmh. tu allais en parler par la suite, mais est-ce que vous avez un annuaire aussi finalement de personnes qui sont intéressées par la Ah reprise? ben, on va y venir, Ah oui. ben voilà. Voilà, je vais me présenter juste après, effectivement. Hem, voilà, c'était la question suivante: comment trouver un repreneur? Donc, Voilà. ta question arrive au bon moment. Alors, il y a différentes façons de trouver un repreneur, hein. Il y a d'abord, il y a des intermédiaires spécialisés, des cabinets de cession-acquisition qui sont là pour ça aussi, dont nos experts agréés. Ça peut être de la prospection aussi, se dire: «Beh, voilà, je pense que, tel ou tel fournisseur ou tel client ou tel concurrent pourrait être intéressé», et donc d'aller d'une certaine façon, leur demander s'ils ne sont pas intéressés. Alors ça peut se faire en direct, ou alors souvent ça peut se faire via un intermédiaire, quel qu'il soit. Ça peut être aussi l'expert comptable qui envoie un courrier, ou enfin voilà, il y a différentes façons de le faire, ou on y va ouvertement, tout dépend un peu Mmh. de l'entrepreneur. Heu et alors, mais c'est aussi parfois à nouveau, tout dépend du degré de discrétion, de confidentialité qu'on veut autour de l'opération, hein, ça c'est clair. Mais on peut avoir dans son entourage aussi des gens qui pourraient être intéressés, à qui on peut proposer. Alors, nous évidemment, il y a aussi tout ce qui est plateforme, et là, on a nous, développé une plateforme. On n'est pas novice en la matière, ça fait, des années qu'on avait d'autres outils de matching, mais maintenant depuis le mois de janvier, on a la plateforme WeTransmission,
qui permet de mettre en relation des cédants, des repreneurs et des experts. Donc c'est un outil en ligne consultable par tout le monde. Alors il y a une recherche qui est basée sur des critères objectifs de secteur, localisation, capacité financière. Des outils de suggestion de profil et matching intelligent. Alors chaque personne on peut consulter les annonces gratuitement. On peut créer un compte gratuitement. On peut créer un profil aussi, que ce soit mettre une annonce ou bien un profil d'acquéreur. Alors il y a une petite différence en matière d'acquéreur quand on veut entrer en relation avec le placeur d'annonces et le placeur. Je vais finir là-dessus. Quand on veut entrer en relation avec un placeur d'annonces, eh bien, il y a un abonnement à prendre qui est de 300 € hors TVA par an, sans commission ni frais supplémentaires. Donc, et pour la publication d'une annonce, si on ne passe pas par un expert, c'est 90 € hors TVA pour 3 mois et 250 € hors TVA pour un an de publication. Alors, qui place des annonces sur notre plateforme? Ce sont essentiellement des experts en transmission, nos experts agréés qui peuvent utiliser la plateforme pour y diffuser des profils d'entreprise à vendre. Et alors, on a aussi des cédants qui viennent en direct placer des annonces s'ils le souhaitent. Alors, ils peuvent aussi être accompagnés éventuellement par un expert où ils l'ont été à un moment donné. Ça, c'est aussi possible. Et donc voilà, ça permet vraiment de faire le matching entre les acquéreurs et les cédants et de trouver comme ça une cible pour les acquéreurs et de trouver un preneur pour les cédants. Super. Alors, la phase de négociation, donc quand on a trouvé une cible, ben, forcément, on va rentrer dans une phase de négociation entre les parties et essayer de trouver un accord si on est tous les deux bien partants, effectivement. Alors, cette phase-là, c'est une phase où il y a vraiment deux logiques qui doivent dialoguer ensemble. Le cédant et le repreneur n'ont pas la même vision, le même intérêt dans l'opération. Le cédant, il va regarder tout ce qu'il a fait et la valeur de ce qu'il a fait dans le passé, et toute l'histoire de l'entreprise. Le repreneur, il va regarder le futur et son projet de développement. Le cédant, il cherche avant tout à ce que ça se passe en toute discrétion, confidentialité, et l'acquéreur, lui, il a besoin de transparence et de pouvoir analyser les risques. Le cédant a peut-être des enjeux familiaux, patrimoniaux, hein, il a d'autres projets, donc le produit de la transmission est important pour lui pour réfléchir à ses projets. Pour l'acquéreur, il doit réfléchir financement et rendement de l'entreprise pour pouvoir rembourser ses financements. Alors, il peut y avoir des questions de taxation, de sécurité de l'opération, de garantir que l'opération se passe correctement. Et pour le repreneur, il va devoir assurer le management par la suite et l'intégration de l'entreprise. Donc, c'est aussi un de ses focus plutôt que le cédant. Alors là-dedans, le rôle des experts, c'est de sécuriser le dialogue. Ça, c'est important aussi de pouvoir garder les parties en contact, de garder la sérénité des opérations aussi. C'est pour ça que nous, on conseille vivement de faire accompagner le cédant et le repreneur. Et alors, les experts se parlent entre eux. Enfin, il y a toujours des relations, évidemment, cédant-repreneur, mais essayer de sécuriser au maximum. D'assurer le rythme de l'opération aussi, parce que ça peut vite prendre, toutes les étapes peuvent vite prendre du temps, fourniture de documents, etc. Donc, ça peut prendre du temps, et donc d'assurer ce rythme aussi, c'est quand même important, et de garder la confiance des deux parties, évidemment. Ici, Régine, je me Ouais. permets parce qu'on a une question, Oui. c'est est-ce que sur Oui Transmission, on peut activer une alerte sur base Les critères oui, il y a on peut mettre ces critères, les sauver et recevoir des suggestions d'entreprises à vendre en fonction de ces critères. Oui, Ok, tout à fait. super. Alors, c'est aussi une période pour le cédant où il va devoir jauger le candidat sur son profil, ses compétences, sa compréhension de l'entreprise. C'est important hein, quand un acquéreur arrive chez un cédant, comment est-ce qu'il voit l'entreprise et de ne pas. L'acquéreur doit bien penser que c'est dans de nombreux cas, pas toujours hein, effectivement, mais c'est le bébé de l'entrepreneur. Donc, il faut y aller quand même avec certaines délicatesses, on va dire. Hein. Juger de ses capacités financières à reprendre aussi l'entreprise. Comment est-ce qu'il communique est-ce que le cédant estime qu'il a un esprit entrepreneurial suffisant pour le faire.
Et d'un autre côté, pour le cédant, c'est accepter aussi d'être questionné, hein. Donc ça peut être très confrontant aussi ça, hein, parce que finalement, si quelqu'un vient un peu fouiller dans vos affaires, hein, ouvrir les tiroirs, donc c'est le moment de l'audit d'acquisition, du due diligence. L'acquéreur peut avoir une autre compréhension du business du vendeur, donc parfois ça peut être confrontant effectivement. Donc l'acquéreur a moins d'affectif que le cédant, pas des choses un peu plus, de manière peut-être un peu plus carrée. Il peut être entouré d'une équipe de conseillers qui débarque aussi chez le vendeur. Et alors le timing aussi, hein, entre le moment où le vendeur décide de transmettre son entreprise et la réalisation de l'opération, parfois ça peut être très long. Donc ça peut être lourd à C'est combien de porter. temps en moyenne? Bah, à partir du moment où un acquéreur a trouvé une cible, on va le faire dans ce sens-là, puisque la préparation, elle peut être assez longue pour le cédant. Le timing moyen, c'est entre 9 et 12 mois en général. Enfin, le plus souvent rencontré, c'est ce genre de timing-là. D'accord, ok. Alors, après la cession, évidemment, c'est la question de l'accompagnement du repreneur. Est-ce que le cédant va accompagner le repreneur pendant quelque temps après la reprise et comment est-ce que ça va s'organiser? Donc ça, c'est très important d'en discuter entre les deux parties aussi, que chacun trouve bien sa place. Voilà, il faut que ce soit cadré, quoi, et généralement pas trop long aussi, parce que ça peut parfois être conflictuel aussi au bout d'un temps. Mais enfin, en tout cas, il faut vraiment bien le cadrer, il faut bien s'arranger entre les deux parties pour être sûr que ça se passe bien. C'est vraiment important. Il y a un nouveau rôle à assumer pour le cédant. Oui, il sera là pour accompagner quelque temps. Donc, c'est plus la même fonction de dirigeant qu'il avait auparavant. Et dans la famille aussi, hein, il va retrouver un autre rôle à assumer. Donc, moi, je le qualifierais de moment où il faut réussir à trouver sa place ou retrouver sa place, que ce soit dans l'entreprise ou si on y reste quelque temps ou dans l'entourage. Et justement, par rapport à tout cet accompagnement, donc vous avez des experts, les chèques formation, donc ils Ouais, peuvent ouais, intervenir, chez etc. Transmission, oui. Mais par exemple, tout ce qui est accompagnement par rapport aux repreneurs, est-ce que c'est Wallonie Entreprendre, par exemple, toi, Régine, en tant que conseillère en transmission, qui peut aussi accompagner? Est-ce que Alors, on n'accompagne pas le processus lui-même. On donne du conseil de première ligne, on va donner des conseils généraux. On est un peu des généralistes, on va dire. Mais c'est vrai que pour tout le reste, on le met dans les mains des experts qui peuvent intervenir à tout moment du processus, en fait. Et c'est en fonction du choix de type d'expert aussi que l'accompagnement sera peut-être plus partiel. Si on veut juste une valorisation, on va peut-être aller juste chez un réviseur d'entreprise. Mais si on veut un accompagnement complet à la transmission, on va aller auprès d'un cabinet de cession-acquisition. Voilà, c'est un peu en fonction de ce qu'on veut faire en quelque sorte, mais toujours garder en tête que même si on fait faire une partie, il faut assurer le reste alors, hein, donc c'est pas toujours facile non plus, hein. Et je ne sais pas, si tu as une réponse à donner tout de suite, et cetera, mais par exemple ici, par exemple, on a une personne qui souhaiterait, c'était son entreprise. C'est quoi le budget moyen, voilà, qu'il faut avoir pour, C'est assez compliqué à donner parce qu'il n'y a pas de tarif fixe en fonction des prestations et que chaque expert fixe les tarifs. Maintenant, avec l'intervention des chèques entreprises, ça limite quand même fortement le budget, hein. Donc, tout dépend de ce que va faire l'expert, évidemment, et de la préparation justement de l'entreprise, hein. Si tout est déjà bien, si toute la documentation, on va dire, est déjà bien préparée, disponible, il y a moins de travail aussi, évidemment, hein. Donc, voilà, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment compliqué pour nous de donner un budget. Il y a certaines opérations qui sont parfois plus facilement identifiables en matière de budget, mais c'est vraiment difficile pour nous de le dire. Alors, on sait aussi qui accompagne plutôt les très petites entreprises ou de plus grosses, et donc on peut déjà aussi filtrer les experts en fonction de la taille d'entreprise qu'ils accompagnent et donc potentiellement du budget dont ils disposent, hein, aussi. C'est un peu ça l'idée. Mais il faut prévoir un budget pour ça. Alors, il faut prévoir un budget, mais il faut le considérer comme un investissement. D'accord. Parce que si on passait à côté de ça pour une raison financière,
C'est sans doute la mauvaise réflexion parce que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir beaucoup plus d'ennuis. Un exemple, un monsieur, il a vendu son entreprise, il s'est pas fait accompagner, beh, la personne ne l'a jamais payé, l'acquéreur ne l'a jamais payé, quoi. Et donc il n'avait pas mis suffisamment de pris de précautions autour de l'opération, et puis il est revenu chez nous, il a dit: «Bah, maintenant j'ai encore une autre entreprise, je veux être accompagné». Donc Mmh. c'est un investissement pour garantir, en tout cas prendre toutes les précautions possibles pour que ça se passe le mieux possible Oui, aussi. avec sérénité, pas de Oui, soucis. voilà, exactement. Parce que si on ne si juridiquement, on rédige un document par soi-même et qu'on oublie une clause suspensive, ou on peut avoir des conséquences quand même assez importantes. Donc ça vaut la peine. Donc oui, il faut le considérer comme un investissement. Ouais. OK. Et si c'est un investissement qui conclut pour l'acquéreur à ne pas, reprendre une entreprise, beh, c'est peut-être mieux comme Mmh. ça, Oui, tout à fait. hein. Alors quelques clés, en matière de reprise, c'est vraiment le résumé de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Bah, la préparation, hein, préparation de l'opération de transmission, l'accompagnement. Se mettre à la place de l'autre partie. On a vu ces 2 repreneurs n'ont pas forcément la même vision Mmh. sur l'opération, donc c'est très important de se mettre à la place de l'autre pour bien comprendre ce qu'il attend, et ne pas négliger l'aspect émotionnel, qui nous avons coutume de dire qu'une opération de transmission, il y a généralement 80 d'émotionnel et 20 de technique. Alors le processus d'acquisition d'une entreprise, donc on va parler ici évidemment de croissance par acquisition, puisqu'on parle des entrepreneurs. Donc on se place de l'autre côté en ayant l'envie de grandir, par acquisition. Et bien c'est le mode de transmission qui ressort le plus dans notre reporting, puisque 50 des transmissions, sont faites par des entreprises, donc des acquéreurs stratégiques. Et puis ce sont les acquéreurs individuels qui viennent avec 23. Toujours le rapport de l'année passée, hein, mais on est quand même dans un chiffre assez Oui. similaire. Alors ici, les étapes de la transfusion d'entreprise, je vais les évoquer assez rapidement, pour passer sur plutôt les aspects importants de la croissance par Mmh. acquisition. Bah, l'orientation préparation, se définir le plan d'acquisition, pourquoi est-ce qu'on veut acquérir une entreprise, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche, via cette reprise. Constituer éventuellement une équipe pour mobiliser les ressources. Alors tout dépend de la taille de l'entreprise évidemment, hein. Si on est seul dans son entreprise et qu'on veut en acquérir une autre, ben, on est seul à se mobiliser évidemment, mais on Mmh. a toutes les clés soi-même pour réfléchir au projet. Mais sinon, oui, c'est important de constituer une équipe parce qu'il y a pas mal de points, qui entrent en ligne de compte. La recherche de cibles, on en a déjà parlé, donc des plateformes, des intermédiaires. Ça peut être un mandat à l'acquisition qui est donné à un cabinet de gestion acquisition qui va aller chercher des cibles, ou une approche active-réactive. On sait qu'on a un client, qui pourrait nous intéresser, ben, on va lui poser la question, c'est vraiment Mmh. évidemment l'inverse, du cédant, ou donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un concurrent, un collègue, qu'on va trouver, ou quelqu'un qu'on connaît dans son entourage, qu'on s'est intéressé. Parce que nous, on donne parfois comme conseil à des acquéreurs individuels qui cherchent à reprendre. S'il y a dans votre entourage une entreprise qui vous fait flasher, vous N'hésitez pouvez pas. toujours aller trouver l'entrepreneur, dire: «Si un jour tu penses à vendre». Oui, Voilà, donc exactement. il y a différents types d'approches. Alors la négociation, beh, là, ça va être le moment où l'entreprise, le repreneur va recevoir les informations sur la cible qu'il a trouvée. C'est la période d'analyse, de due diligence, chercher aussi quelles sont les synergies possibles évidemment, en effectuant cette reprise. C'est le moment de la lettre d'intention, l'offre d'achat, donc le due diligence, je l'ai évoqué, qui est évidemment extrêmement important, hein. Ça, c'est aller, analyser en profondeur, toutes les informations disponibles de l'entreprise pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'important. C'est le moment aussi de la recherche de financement et du montage, de financement, et puis de rédiger une convention si on en arrive bien à cette étape-là. Et le closing, c'est la signature, la prise de contrôle de l'entreprise, et le moment le plus important après la cession évidemment, ce sera l'intégration de l'entreprise reprise. Donc là, on va implémenter la stratégie de croissance qu'on avait définie au Mmh. départ. Ça, c'est une étape extrêmement importante. Alors, quel type de croissance est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une externalisation. Donc ça veut dire on va faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Donc c'est garder pour soi le corps de métier qu'on maîtrise bien, et puis donner à quelqu'un d'autre ce qu'on fait moins bien,
On peut par exemple confier la logistique à quelqu'un, à une autre entreprise. Donc ça, c'est un exemple de croissance qu'on appelle donc externalisation. La croissance interne, on va faire avec les moyens disponibles. On va essayer de faire plus avec les moyens disponibles. C'est aller à l'international, innover, lancer une campagne marketing pour essayer de toucher de nouveaux clients. Et puis, il y a la croissance externe où on va là acquérir une autre entreprise. Alors, il y a aussi 2 types de croissance dans la croissance externe. Il y a la croissance horizontale où on va acquérir une société qui a la même activité, toucher de nouveaux marchés avec le même produit. Et puis alors on peut avoir la croissance verticale où là on va essayer d'être moins dépendant de ses fournisseurs ou de ses clients et d'aller chercher peut-être une activité connexe qui pourrait très bien compléter celle qui existe aussi. Mais justement, parce que je vois aussi que le temps file, le temps Oui. tourne. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on va aussi voir après par un cas concret avec Vincent, justement, d'une part, au niveau de la transmission et ici aussi plus dernièrement, tout ce qui est croissance par acquisition. Je ne sais pas, Régine, si tu souhaites, s'il y a encore une ou l'autre information très importante que tu souhaites donner. Je vais peut-être juste... Je vais parcourir pour les objectifs, voilà, c'est de trouver des compétences, etc., de gagner du temps, des synergies. Il y a une série de synergies possibles, mais généralement, tout le monde sait où il peut les trouver. Donc là, je peux peut-être passer ce sujet-là. Peut-être ici, les prérequis, c'est quand même important, peut-être en tout cas quelque chose d'important. La capacité de gestion, je trouve que c'est un point important parce que l'entrepreneur qui veut acquérir une entreprise, à nouveau, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais il doit en même temps continuer à gérer son entreprise et se concentrer sur une acquisition. Donc, il faut avoir cette capacité à jongler avec le tout. Ça, c'est une des choses. Préparer aussi le fonctionnement organisationnel. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un bâtiment plus grand? Est-ce que... Oui, alors aussi tout ce qui est dans le fonctionnement organisationnel, réfléchir à tout ce qui est RH, IT, c'est très important parce qu'on va intégrer une entreprise qui n'a peut-être pas, les personnes employées n'ont peut-être pas les mêmes types de contrats, les mêmes avantages, etc. Et donc, c'est vraiment un point important à réfléchir. L'IT, c'est pas des spécialistes que je vais le dire, mais forcément, il faut y réfléchir à la question préalable. Donc voilà, je vais juste donner quelques points comme ça. Et les risques d'une acquisition, c'est d'avoir fait un mauvais choix de cible. Donc, on va se retrouver peut-être avec une pression financière parce que finalement, l'entreprise ne correspond pas à ce qu'on a prévu, on a surpayé. La complexité de l'opération, la charge du dirigeant qui n'arrive pas à assumer justement toutes ces fonctions en même temps. Et alors, vraiment très, très important, le facteur humain. On est parfois face à un choc culturel, des cultures d'entreprise complètement différentes, un risque peut-être de perte de talent, une certaine désorganisation aussi dans l'entreprise en intégrant une autre. Il faut le temps d'acclimatation, de trouver pour chacun son propre rythme, la résistance au changement, évidemment. Donc, le facteur humain, je pense, est extrêmement important. Voilà, je vais mettre l'accent sur celui-là, c'est peut-être le plus important. En terminer avec voilà, d'avoir une stratégie claire sur ce qu'on veut faire. Donc, il faut se dire, est-ce que je peux reprendre cette entreprise? Non, est-ce qu'elle va me servir à quelque chose trouver la bonne cible, évidemment, l'intégration bien préparée, ça c'est un défi, la dimension psychologique et l'accompagnement, évidemment, pour lequel on est tout à fait à disposition, évidemment, pour aider les entrepreneurs à se lancer. à se lancer et à les orienter au mieux vers cet accompagnement. Super, en tout cas, merci beaucoup Régine pour toutes ces informations. Bien sûr, s'il y a d'autres questions, etc., on invitera voilà, aussi aux personnes de se mettre en contact. Maintenant qu'on a vu aussi tout ce côté, on va dire, un peu plus conceptuel, théorique, voyons avec Vincent, donc ce garde de chez SIP, concrètement, comment ça se met en place
dans la vie Ouais. réellement. Donc chez Cible, comment en fait, ça a commencé? C'est quoi l'histoire? Alors, Dis-moi un petit comment peu. ça a commencé? C'est une longue histoire parce qu'en fait, je suis associé avec Christophe Delporte et Hervé Houzé Mmh. et on est employé chez SIP depuis, pour ma part, 2002. Christophe a commencé un an avant moi, il a commencé en 2001 et Hervé est venu nous rejoindre en 2008. Donc, on était OK. employés jusque 2022. Et donc, en Ah bah, on vous voit là. 2022, On est voilà. grand. Ouais. Et donc en 2022, déjà un peu avant 2020-2021, au moment du Covid, il y avait toute une réflexion autour de la transmission de l'entreprise, puisque les deux patrons, en 2022, avaient déjà 69 et 70 ans. Donc ils OK. étaient déjà à un âge vraiment, je ne vais pas dire proche de la Mmh. pension, mais un peu un âge après la pension. Ouais. Mais ils avaient du mal à se décider à transmettre l'entreprise. En tout cas, une chose était sûre pour eux, c'est qu'ils voulaient vraiment faire une transmission qui préservait l'ADN familial de SIP. Donc, qui OK. permettait de garder l'ADN familial, même si nous, on n'est pas de la famille des anciens actionnaires, mais de garder ce côté PME de proximité, etc. Et donc en 2022, il y a une discussion qui a commencé en début 2022 et donc qui a effectivement duré 9 à 12 mois puisqu'on Mmh. a commencé à discuter début 2022 de manière concrète et c'est seulement en décembre 2022 qu'on a signé l'acte de transmission le 6 décembre. OK. Et on s'est dit La journée de Saint-Nicolas. à l'époque, on s'est dit soit c'est un cadeau de Saint-Nicolas ou un cadeau de Père Fouettard. On verra dans quelques années. Donc, quelques années après, c'est plutôt Saint-Nicolas. Donc, Allez. on est content du travail réalisé. Et donc, effectivement, ce processus a pris du temps. Là, pour le coup, il n'y a pas eu une mise en concurrence, qu'il y avait vraiment une volonté des actionnaires de l'époque, vraiment de remettre en priorité à nous. Alors, la force de notre projet, c'était la connaissance de la boîte, du métier, etc., Mmh. parce qu'on y travaillait depuis plus ou moins 20 ans chacun. Ok. La faiblesse de notre dossier, c'était l'aspect financier. Donc, Mmh. sur l'aspect financier, on n'avait pas de capital de départ, on Mmh. n'avait pas de fonds d'invest, etc. derrière. Et Parce que donc, finalement, toi, tu ouais. n'avais jamais été, entrepreneur, Non, enfin du non. tout. Nous trois, Oui. on était employés simplement. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre quand il Mmh. faut passer le Mmh. cap. Et comme on n'avait pas de fonds d'investissement derrière nous et nous, à proprement parler, de moyens financiers, parce que tous les trois, ben voilà, on a notre famille, deux enfants chacun, etc. À une période de la vie où ils grandissent et tout. Donc, il fallait trouver des moyens financiers derrière. Et c'est là que l'Invest local, donc WAP Invest, Mmh. qui fait partie du groupe Wallonie Entreprendre, nous a aidés sur l'aspect financier. Donc, eux ont permis d'aller chercher 45% du montant. Les patrons nous ont fait un crédit vendeur à hauteur de 10%. Et puis, les 45 autres pourcents, c'est là que ça a été Mmh. difficile. Il a fallu aller les chercher auprès des banques. Mais quand on n'a pas de capital de départ, on a beau avoir un crédit vendeur, on a Mmh. beau avoir le soutien de WAP Invest, c'est là que ça se complique. Et donc, voilà, on a fait le tour de X banques. Il y en a une qui nous a suivis. Mmh. Je pense qu'ils ne le regrettent pas. Voilà. Mais en fait, c'était ça la difficulté du dossier. Et quand on a eu cet accord, etc., là, sur le coup, on était quand même assez soulagés, Oui. voilà, de voir Mmh. passer le cap. OK, super, belle histoire. Et mais donc, par rapport au déclenchement de la réflexion, Ouais. bah, là, tu en as parlé, Mhm. mais justement, Régine, tout à l'heure, parlait de méthode de valorisation. Oui. Voilà, comment vous y êtes pris? Ouais, donc à ce moment-là, on a travaillé avec le bureau comptable, qui était le bureau comptable des anciens patrons, Mmh. qui est quelqu'un qu'on connaissait historiquement et en qui on avait une certaine confiance. Et donc, il a fait une valorisation sur base du DCF, hein, des flux Mmh. financiers. Alors ça, c'est une méthode de valorisation qui a plus pour but de valider en fait la Mmh. valorisation basée sur l'EBITDA. Donc voilà, en fait, c'est une valorisation sur base de l'EBITDA qui a été validé par cette méthode DCF Mmh. de trésorerie, etc. Et donc, on arrivait voilà, plus ou moins aux chiffres attendus, aussi bien par les cédants que par nous, acquéreurs, quoi. OK. Et justement, tu expliquais que les anciens propriétaires, bah, Ouais, voulaient, garder, bah, voilà un certain ADN familial. tout à fait. Comment ils s'y sont pris finalement pour, communiquer avec vous, pour, sonder votre intérêt? Enfin, vous étiez combien dans la structure? Parce qu'on disait la Ouais. discrétion, Oui, communication ouais, interne. ouais, tout à fait. Donc, ça s'est fait un peu au fil du temps. OK. C'est-à-dire que, voilà, déjà à nous trois, on a émis le désir de reprendre la société
déjà à partir de 2020, voire même peut-être 2019. Et donc, voilà, il y avait déjà des réflexions. Après, c'était surtout une réflexion de leur côté pour voir à partir de quel moment ils partaient et surtout si c'était jouable pour nous de le faire, parce qu'ils nous ont alertés un peu sur le risque en disant, OK, bientôt. Déjà, en fait, c'est le fait d'être 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est 3, il y a tout le temps une majorité. Tout le temps. C'est-à-dire C'est qu'on vrai. ne peut pas faire une réunion, c'est soit 3 contre 0 ou 2 contre 1. Et donc, très régulièrement, ça m'arrive, voilà, on fait une réunion, j'arrive avec une idée que je trouve géniale et puis ils me regardent tous les 2 et j'ai compris que mon idée géniale était un peu foireuse et c'est bien parce qu'en fait, on s'est dit dès le début, dès 2022, on s'est dit: «Voilà, la majorité l'emporte et on ne discute pas. Il n'y a pas une voix qui a plus d'importance que l'autre». Et ça, c'est important. Et ce qu'on a fait aussi, c'est un pacte d'actionnaires dès le début. Dès le début, on a fait un pacte d'actionnaires à 3 parce qu'on s'est dit: «Si on ne le fait pas maintenant, on va être pris par l'opérationnel et après on va l'oublier et on va surtout minimiser l'importance du pacte». Et en fait, on a fait un pacte de bon sens entre nous. Figure, s'il m'arrive un souci, dans la vie de santé, un décès, une invalidité, long terme, il y a un des 3 qui veut se retirer justement de la société parce qu'il veut changer de vie. Donc tout ça, on a essayé d'anticiper au max pour dire: «Voilà, maintenant c'est cadré». C'était en début 2023 qu'on avait fait ça, donc quelques semaines après l'acquisition et on s'est dit: «Maintenant, on peut partir sur des bases saines, quoi». Voilà. Et pour faire ce pacte, vous avez justement été, accompagnés, enfin, on vous a Ouais, oui. alors on a vraiment une grande chance, c'est que le directeur, financier chez nous est un Mmh. juriste de formation. Donc là, on a vraiment du pot pour le coup. Il a fait des études de droit et cetera, donc il nous a encadrés par rapport à ça. Voilà, ensuite on a fait valider, chez un avocat, derrière, mais on a vraiment fait l'exercice entre nous. D'accord. Voilà, pour Et vraiment c'était justement ma question, c'est, ouais. tous les 3, vous avez des profils différents, Oui, ouais, complémentaires? différent et c'est ça la force, Ouais. c'est-à-dire que moi j'ai un profil, plus, commercial, suivi des clients, développement Mmh. commercial. Christophe, lui, a un rôle plus opérationnel, organisation, il travaille beaucoup en interne, il met de l'huile dans les rouages et cetera pour faire Mmh. fonctionner la société et alors Hervé, lui, est pur consultant technique sur, OK. les ERP, logiciels de gestion, voilà et il apporte aussi sa patte commerciale. On a chacun des compétences différentes et alors, on est aussi épaulé par justement notre directeur financier interne qui nous épaule bien, qui ne fait pas partie de Mmh. l'actionnariat, mais qui nous est d'une aide précieuse. Et alors, surtout, bah, l'équipe Mmh. derrière. Parce que bah, à nous 3, plus le directeur financier, c'est bien beau, Mmh. mais il faut avoir une équipe derrière. Et là, pour le coup, on est super content. Et c'est pour ça qu'on a voulu reprendre la boîte aussi, Mmh. parce qu'il y a des gens vraiment impliqués chez nous, qui sont vraiment dans une dynamique hyper positive. Et en fait, on essaie de se démarquer par le fait qu'on reste encore une des rares structures PME dans l'IT. Parce que Mmh. dans l'IT, vous le voyez bien sans doute chez Wallonie Entreprendre, il y a des regroupements énormes. Donc, il y a des gros acteurs qui concentrent un peu une grosse partie de l'activité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un marché qui est demandeur de travailler encore avec la PME. Beaucoup de clients ont notre numéro direct, notre adresse mail et on est encore en interaction régulière avec les Mmh. clients, quoi. OK. Et justement, qu'est-ce qui a été, enfin, peut-être le plus difficile, au niveau, bah, de l'humain, de finalement cette équipe Oui, qui enfin, c'était vos collègues, oui, bon, ils sont toujours en soi des collègues, mais voilà, il y a ce ouais. côté hiérarchique. Comment ça s'est passé? Bah, relativement bien parce que dans les faits, avant que les patrons, cèdent la société, on avait, sans avoir d'organigramme officiel, mais on avait déjà chacun pris des responsabilités dans nos différents départements et donc ça s'est fait assez naturellement. Donc c'est pas du jour au lendemain où on était vraiment collègues
comme les autres, et où on a dit, voilà, on en choisit 3 au hasard, entre Oui. guillemets, et voilà, et ça crée des jalousies, des frustrations, etc. Non, là, pour le coup, on s'était déjà investi, et ça, je pense que c'est la clé du succès quand on veut faire une transmission dite familiale, c'est vraiment de le faire étape par étape et de mettre en place les choses. Et même s'il n'y a jamais eu d'organigramme officiel qui a été publié par les anciens patrons, ben, il y avait une certaine logique qui fait que quand on a annoncé la reprise aux collègues, bah, c'était une surprise pour personne, quoi. Donc c'était un peu naturel. Ok, donc ça c'était plutôt par rapport à Ouais. l'aspect transmission. Dernièrement, mais tu m'as dit en préparant finalement ce Lunch and Learn, ben voilà, que vous aviez aussi fait une acquisition. Oui. Ben, comment ça s'est passé Ben, un peu par hasard. En fait, c'est une société de transmission, FB Transmission sur la région de Tournai, qui nous a mis en relation avec eux. On n'était pas forcément plus demandeurs que ça. Donc, on a demandé d'avoir le dossier, etc. Et puis, bah, comme FB Transmission nous disait, bah, une rencontre, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà, parce qu'avant l'opération financière, ça doit être un match humain. Et donc, voilà, on les a rencontrés et bah, au bout de 2 heures de rendez-vous, on parlait déjà des technos, des produits, de ce qu'on faisait chez les clients. Toi, tu fais ça, nous, on fait ça. En fait, au bout de 2 heures, on s'est rendu compte, on n'a même pas parlé vraiment de la transaction en tant que telle, mais on parlait déjà de nos métiers respectifs. Donc, on a directement senti que ça a matché. Et puis, on s'est dit, bah, OK, donc ça, c'était en juin 2025, il y a pile poil, Un un an. Donc, les premières rencontres ont eu lieu, pour le coup, là, ça a été très vite. Les premières rencontres ont eu lieu en mars et on signait déjà en juin. Donc, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais les croissances par acquisition, ça va souvent plus vite. Oui, c'est ça, oui, ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc on a eu le premier contact en mars et après on a signé en juin, donc il y a un an, et donc on a intégré la société, donc c'était la société Valex qui était basée à Mons, et donc on l'a intégré dans SIP ici au 1er janvier. L'objectif premier était de laisser tourner cette société en parallèle de SIP pendant 2-3 ans et voir comment ça fonctionnait. On s'est vite rendu compte, parce qu'on n'est pas des experts de l'intégration, on s'est vite rendu compte au bout de quelques semaines, quelques mois, d'avoir 2 systèmes de gestion différents, 2 systèmes RH différents, enfin, tout démultiplié, etc. Quand on n'a personne pour s'occuper de ça, on s'est dit non, on va faire plus simple au 1er janvier, on va tout intégrer dans SIP. Et donc maintenant, on se retrouve avec 2 sites, SIP Maison Mère à Tournai et SIP la filiale à Mons. Et comme historiquement, nous, à partir de Tournai, on desservait déjà beaucoup de clients de la région de Mons, bah, ça avait du sens de dire on a 2 sites pour couvrir l'ensemble de la région du Hainaut et du nord de la France, quoi. Ok, ben ça c'est vrai, tu en parlais justement avant, enfin avoir tous ces points d'attention en tête. Et justement aujourd'hui, SIP, parce que j'ai dit SIP depuis le début, mais donc SIP, excuse-moi. On peut faire comme on veut. Ça représente combien de personnes? Alors, on est 30 personnes en tout, donc 25 sur Tournai et 5 sur Mons. Et alors, pour compléter la réponse par rapport à ce que tu disais avant, qu'est-ce qui a motivé le fait de faire une acquisition? Bah, c'était aussi la réflexion qu'on a eue au moment où on les a vus au mois de mars. On s'est dit, bah, tiens, ça a peut-être du sens pour avoir du poids chez les fournisseurs, pour offrir, je dirais, une présence géographique sur Mons à nos clients, etc. Ça a du sens de grandir, parce qu'en fait, si on ne grandit pas à un certain niveau, à un moment, justement, ces gros acteurs vont nous bouffer. Et donc, comme on n'a pas envie que ces gros acteurs nous intègrent, ben, voilà, il faut que nous, on se développe à notre niveau, hein. Donc, c'est un niveau voilà, très petit. Et c'est marrant parce qu'au fil des mois et des années, depuis 2022, on s'est rendu compte que les fournisseurs étaient contents aussi d'avoir des acteurs plus petits, de travailler avec des petites structures, parce que quand ils travaillent avec des tout gros, la tendance s'inverse, hein, c'est plus les gros fournisseurs qui ont le pouvoir, c'est les grosses structures IT qui, par leur poids, parce qu'ils sont 1000, 2000, 3000, c'est logique, hein, ont un certain poids par rapport aux fournisseurs. Et donc là, on s'est rendu compte que le marché était quand même encore demandeur de structures comme nous. Alors, des structures de 2-3 personnes, ça devient très compliqué, mais des structures de 25, 30, 35 personnes, voilà, il y a encore une réponse à donner au marché. Ok. Est-ce que quand même, avec le recul, il y a quelque chose que vous auriez peut-être préparé plus tôt parce que, par rapport... Plein de choses. Franchement, vaut mieux pas savoir avant. Non, mais après, c'est notre capacité à être agile. Et ça, on l'a encore tant qu'on est 30 personnes.
et qu'on s'occupe encore de l'opérationnel. Et donc, non, je ne saurais même pas te citer 2 ou 3 points sur lesquels on aurait dû anticiper les choses, parce qu'il y en a au moins 20, 30, 40. Voilà, donc objectivement, mais on est content en fait de ne pas avoir eu connaissance de tous ces éléments avant, et ça nous a permis d'être réactifs, ça nous a obligés à être réactifs et agiles. Voilà, et alors, comme on est bien encadré par notre directeur financier et par toute l'équipe en place, c'est-à-dire qu'au niveau opérationnel, l'équipe fait un super bon travail, etc. Ben, nous, on peut justement se consacrer aux décisions de gestion quand il le faut, quoi. Et que ce soit donc par rapport à la structure que vous venez d'intégrer ou bah, justement par la reprise de SIP, est-ce que les anciens patrons, finalement, sont toujours dans le paysage avec vous ou comment ça se Non, passe? alors pas du tout. C'est-à-dire que sur les 2 patrons, il y en avait un qui était vraiment actionnaire plus financier, qui était pas du tout dans l'opérationnel, et donc l'autre patron, donc qui lui, avait 70 ans à l'époque quand on a repris, et cetera. Maintenant, il aide son fils dans une autre activité de matériaux écologiques, d'ailleurs, c'est nos voisins, c'est le D'accord. bâtiment juste à côté. Voilà, alors il vient chez nous, on a encore des relations de partenariat. Il est client chez nous pour l'IT. On partage certaines structures au niveau du terrain, etc., qui sont communes. Mais après, ben, voilà, lui, au fil du temps, avec l'âge et avec le fait qu'il doit s'occuper de son fils, etc., pour son activité, voilà, il y a plus de lien, il y a plus de lien au niveau gestion. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci à vous deux pour ces échanges. C'était vraiment super riche et super intéressant. Peut-être avant de clôturer, quels sont le conseil, enfin quel est, pardon, excusez-moi, le conseil que vous pourriez donner tous les deux à voilà, un entrepreneur qui a soit envie de céder son entreprise ou alors à quelqu'un qui justement a envie d'en acquérir une nouvelle? De bien se renseigner, de ne pas foncer tête baissée et puis comme on l'a dit, de chercher à avoir la bonne information, le bon expert qui l'accompagne, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Je pense que c'est ça le message et qu'on est toujours à disposition chez Wallonie Entreprendre pour discuter de leurs projets justement et les orienter, essayer de les aider à voir clair dans leurs projets en tout cas. Super, merci Régine. Et toi, Vincent? Ben, c'est de se lancer. Je dirais quoi qu'il arrive, c'est-à-dire bien analyser effectivement avec, en partenariat avec Wallonie Entreprendre ou son comptable ou un expert spécialisé sur le sujet, etc. C'est vraiment de se faire accompagner, mais de voir d'essayer de lever les barrières, parce que sinon on ne se lancera jamais en fait. Et justement, ce qui était bien dans le projet que nous on avait, c'est que effectivement, bon, les anciens patrons avaient vraiment bien préparé le terrain, etc. Donc la société était très saine, ok. Mais je dirais les semaines passant, on pouvait à chaque fois trouver un élément pour dire non, je ne vais pas me lancer, non, je ne vais pas me lancer. Et en fait, c'est essayer de passer un peu ces barrières, de dire ok, je verrai après. Pour autant qu'on soit bien encadré et qu'on ait plus ou moins la garantie que la société qu'on reprenne est globalement saine. Après, c'est des points de détail, quoi. Mais surtout s'assurer que la société est saine, que le fonctionnement est sain, et ça, c'est le plus important, je pense, dans la reprise d'une activité. Ok, super. Merci à tous les deux. Merci à toi. Du coup, voilà, juste pour conclure, dire aussi à nos membres que si vous souhaitez être mis en contact avec des personnes de chez Wallonie Entreprendre ou alors voilà, des membres qui ont eu ce vécu et que vous avez envie de partager un moment, etc., une discussion avec eux, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. On n'hésitera pas à vous mettre en relation. On peut aussi mettre un point d'attention sur la disponibilité des chèques transmission qui peuvent aider financièrement finalement les entreprises à concrétiser leurs projets. Et alors aussi la plateforme WeTransmission, qui est quand même aussi un chouette vivier d'informations. J'attire aussi l'attention sur la semaine du 16 au 20 novembre, donc la semaine de la transmission. Pareil, je suppose qu'au niveau de l'agenda, etc., pas mal de choses seront mises en place pour vous aider dans la mise en œuvre de vos projets. Voilà, je vous remercie tous les deux déjà. Merci à Wallonie Entreprendre, merci Vincent donc de chez SIP et évidemment à l'ensemble du réseau Infopôle de rendre ces actions possibles. Et voilà, à tout bientôt. Rendez-vous le 11 juin également pour l'AG et l'After Network Party de l'Infopôle. Ce sera un plaisir de vous rencontrer et de discuter de tout ça et d'autres choses tous ensemble. Merci, une belle journée.